monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, à l'occasion de la venue de Volodymyr Zelensky à Paris, la coalition des volontaires d'Emmanuel Macron tente d'exister dans les négociations autour de l'Ukraine. Nous reviendrons ensuite sur la reconnaissance de la Palestine par déjà 140 États, alors que du 9 au 23 septembre se déroulera à New York la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Et enfin, en Allemagne, le parti nationaliste AfD fait face à une hécatombe. Plusieurs de ses candidats sont morts quelques jours avant une élection. Les volontaires crient dans le désert. La coalition euro-occidentale réunie à Paris a proposé des garanties de sécurité à l'Ukraine, tentant ainsi de maquiller son impuissance. Travail qui me permet de vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts, nous, Européens, à apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens le jour où une paix est signée. La coalition des volontaires est prête à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine une fois la paix signée, c'est-à-dire à militariser le pays après le conflit. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron mercredi après-midi aux côtés de Volodymyr Zelensky. Une annonce qui a été renouvelée par les participants aux échanges qui ont eu lieu à Paris, c'est-à-dire par une trentaine de pays, majoritairement européens, sous la coprésidence d'Emmanuel Macron et du Britannique Keir Starmer. La présence de Steve Witkoff, émissaire de Trump et un appel avec le président américain en début d'après-midi soulignaient que la petite équipe européenne restait sous patronage américain. Emmanuel Macron a ouvert la réunion en insistant sur la disponibilité de l'Europe à offrir des garanties robustes, incluant un soutien renforcé à l'armée ukrainienne, une déclaration d'engagement collectif inspirée de l'article 5 de l'OTAN et une possible force de réassurance post-cessez-le-feu, notamment portée par la France et le Royaume-Uni. L'Allemagne a détaillé ses propositions, renforcer la défense antiaérienne et les capacités offensives de Kiev, notamment via des missiles de précision fabriqués en Ukraine avec un soutien technologique et financier. Toutefois, Berlin, plus pragmatique que ses voisins, conditionne son engagement à la participation américaine à des négociations russes et à l'approbation de son Parlement. Toutes ces annonces laissent planer un doute. La coalition des volontaires demeure suspendue à un feu vert américain qui reste flou. Donald Trump, qui a exclu l'envoi de troupes au sol, évoque un soutien logistique et en renseignement, ce qui est déjà le cas, mais sans engagement précis. Le président américain souffle d'ailleurs le chaud et le froid sur ce dossier, oscillant entre les mots aimables et les réprimandes à l'endroit de son homologue russe. Mercredi, il se trouvait plutôt dans une journée hostile. Je n'ai aucun message à adresser au président Poutine. Il connaît ma position et il prendra une décision dans un sens ou dans l'autre. Quelle que soit sa décision, nous en serons soit satisfaits, soit mécontents. Et si nous ne le sommes pas, vous verrez des choses se produire. Content, pas content, le vocabulaire simpliste pourrait prêter à sourire s'il ne s'agissait pas d'une guerre. Donald Trump demeure maître du jeu dans un camp occidental divisé. En effet, des pays comme l'Allemagne et même la Pologne demeurent extrêmement liés à Washington et n'agiront pas sans l'aval de la Maison-Blanche. Côté russe, Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a rejeté toute idée d'intervention étrangère, qualifiant ces garanties de menace pour la sécurité européenne. Les Russes, plutôt en position de force sur le terrain militaire, seront difficiles à convaincre, d'autant qu'ils prennent pour témoin les mensonges passés des États-Unis sur une extension de l'OTAN à l'Est, comme témoignage du manque de fiabilité de la parole occidentale. Une vidéo de Jacques Matlock, ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union soviétique de 1987 à 1991, est ainsi exhumée 30 ans plus tard et peut expliquer en partie la méfiance russe. Nous avons donné des assurances formelles à Gorbatchev quand l'Union soviétique existait encore. Si une Allemagne unifiée restait dans l'OTAN, cette dernière ne s'étendrait pas vers l'Est. Les stigmates des mensonges passés hantent ainsi les négociations, des négociations qui semblent parties pour durer et certainement pour se dérouler sans les pays de la coalition ou alors seulement dans un rôle de supplétif et d'acheteur d'armes aux États-Unis. En effet, si l'UE et ses alliés affichent aujourd'hui une unité de façade, la réunion parisienne d'Emmanuel Macron risque de n'être qu'un nouvel épisode d'un ballet diplomatique où les Européens ne mènent pas la danse. L'Assemblée générale de l'ONU est prévue du 9 au 23 septembre à New York et la France doit y reconnaître l'État de Palestine, une décision qui fâche l'État hébreu. Pourtant, cette initiative franco-saoudienne arrive alors que 140 États ont déjà reconnu l'État palestinien. Édouard Chano.
La date fatidique se rapproche. L'Assemblée générale de l'ONU, durant laquelle la France doit reconnaître l'État de Palestine, est prévue du 9 au 23 septembre prochain. La diplomatie israélienne a, ce 3 septembre, encore une fois fustigé l'ingérence d'Emmanuel Macron qui saperait la stabilité du Proche-Orient. Alors que la Belgique a annoncé le 2 septembre se joindre à l'initiative française et saoudienne, la pression monte sur l'État hébreu. Étonnamment, la France a retrouvé un élan dont l'ancien diplomate et président de l'UPR, François Asselineau, se félicite. Moi, personnellement, je m'en suis félicité puisque c'est notre position depuis que j'ai créé l'UPR. Donc, j'allais pas, parce que c'est Macron qui dit la même chose, j'allais pas par principe le critiquer. Alors, il le fait dans le cadre de concertations, vous le savez, avec notamment l'Arabie Saoudite, pour essayer d'avoir un processus de paix, de relancer le processus de paix. Donc, il a marqué des points en ce sens que un certain nombre d'autres États lui ont emboîté le pas, notamment le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, on a retrouvé un petit peu l'élan de ce qu'avait la diplomatie française naguère, sous De Gaulle notamment, c'est-à-dire la France ayant un rôle d'entraînement. Les seuls qui ne reconnaissent pas l'État palestinien, en gros, ce sont les vassaux des États-Unis dans le cadre de l'OCDE. Il est bien évident que si la France reconnaît l'État palestinien, ce sera le 3e membre permanent du Conseil de sécurité à le faire, puisque la Chine et la Russie reconnaissent l'État palestinien. Si le Royaume-Uni reconnaît dans la foulée de la France, ça fera 4 sur 5 des membres permanents du Conseil de sécurité. Il restera bientôt plus que les États-Unis pour mettre leur veto à l'adhésion de la Palestine comme un État membre propre de l'ONU. La France semble donc combler une anomalie, car la proclamation de l'État de Palestine en Algérie par le Conseil national palestinien remonte à 1988 et désormais, plus de 140 États le reconnaissent aujourd'hui. Mais jusqu'ici, pourquoi la France s'y était-elle refusée ? Tout commence en 1967, dans la foulée de la guerre des 6 jours, quand le général de Gaulle rompt l'alliance privilégiée avec Israël et condamne les occupations illégales de l'État hébreu en Cisjordanie, à Gaza, dans le Golan et à Jérusalem-Est. La France deviendra alors l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître implicitement les aspirations palestiniennes, se rapprochant aussi des pays arabes pour contrer les États-Unis et l'URSS dans la région. Giscard d'Estaing déclarera en 1974 qu'un règlement juste de la question palestinienne exigeait une patrie pour les Palestiniens. En 1989, Mitterrand reçoit Yasser Arafat à l'Élysée, consacrant l'OLP comme interlocuteur légitime, celle-ci ayant reconnu Israël. Dans les années 90, Chirac maintient une diplomatie volontariste, mais c'est sans doute sous Sarkozy et Hollande que le ralentissement s'opère, comme le souligne François Asselineau. Du temps des présidents Pompidou, Giscard et même Mitterrand, il y avait quand même pas, à l'époque, dans les années 80, il y avait tout un discours de la gauche française qui était favorable à la Palestine, favorable à l'État palestinien, y compris d'ailleurs chez des juifs français, qui étaient dans l'entourage de Mitterrand. Pareil ensuite, lorsque Chirac est allé dans la poursuite de la tradition gaullienne, vous vous rappelez son voyage qui s'était fort mal passé en Israël, où il s'était mis à vociférer contre des gardes qui voulaient l'empêcher, il avait demandé ce qu'il voulait qu'il reparte, ça s'était assez mal passé. Après le départ de Chirac, on a eu affaire à des présidents, donc Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui étaient sans doute plus proches des analyses pro-israéliennes de par leur entourage. Il faut avouer aussi que la gauche française, en tout cas le Parti socialiste, a laissé quand même petit à petit tomber la cause palestinienne, qui aujourd'hui est brandie par la France insoumise. Nicolas Sarkozy s'est d'ailleurs prononcé le 2 septembre dernier dans le Figaro contre la reconnaissance immédiate, estimant que trop de mouvements palestiniens refusent encore le droit d'Israël à exister. En 2014, la majorité socialiste à l'Assemblée avait voté une motion en faveur de la reconnaissance, balayée alors par l'exécutif et François Hollande. François Asselineau souligne ainsi le poids de la politique intérieure et des communautés étrangères dans la décision de reconnaître l'État de Palestine. Les gouvernements français ont été tirés à hue et à dia, d'une part avec une communauté musulmane en France qui s'est énormément développée depuis les années 80, où il y a une vraie puissance du vote musulman, quoique les spécialistes se posent la question, enfin en tout cas c'est là-dessus qu'essaye de jouer Mélenchon. Et puis il y a aussi la tradition des liens d'amitié
de la France avec le monde arabe. Nous avons des relations qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont très étroites avec l'émirat du Qatar, qui a financé des hommes politiques. Enfin, le divorce de Sarkozy aurait été financé notamment par l'émir du Qatar. Les Émirats arabes unis sont des très gros acheteurs de matériel militaire français. Donc il y a objectivement, nous avons aussi beaucoup de liens avec l'Arabie saoudite, nous avons des liens économiques, financiers, culturels, avec le monde arabe et le monde musulman qui nous pousseraient normalement à reconnaître à notre tour cet État palestinien. Mais nous avons une forte communauté juive en France qui n'est pas toute sur la même longueur d'onde, mais dont la majorité quand même soutient les positions du Likoud. Pourtant, rien n'est encore joué. Selon François Asselineau, la chute prévisible de François Bayrou le 8 septembre prochain pourrait conduire à la dissolution et le prochain Premier ministre ainsi que la future force majoritaire, qu'elle soit du centre-gauche ou RN, pourrait bien s'opposer à la reconnaissance de l'État palestinien. Il pourrait alors refuser de ratifier la décision qu'Emmanuel Macron doit prononcer lors de l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre prochain. Après les interdictions de certaines candidatures aux municipales, les nationalistes de l'AfD font face à une épidémie suspecte de décès parmi leurs candidats pour les élections locales dans 10 jours. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Une drôle d'ambiance règne outre-Rhin, avec une série de décès de candidats du parti nationaliste AfD pour les municipales qui doivent se tenir dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie le dimanche 14 septembre prochain. Dès le 31 août, la principale figure du parti, Alice Weidel, republiait un tweet relatif à la mort de 4 candidats de l'AfD aux élections municipales, tweet qui était accompagné du commentaire que c'était statistiquement quasiment impossible. Depuis lors, le chiffre a été porté à 6 puis 7 décès de candidats AfD, augmentant encore le doute. Pour rappel, en Allemagne, pays fédéral, les élections régionales ou municipales de chaque Land ou région ont lieu à des dates différentes. Et le 14 septembre, ce sont donc les maires et les conseils municipaux de la région NRW, Rhénanie du Nord-Westphalie, dont les principales villes sont Cologne, Düsseldorf et Dortmund, qui seront renouvelés. Et l'Allemagne traverse actuellement un contexte particulièrement tendu, avec à l'échelle fédérale un pouvoir qui prend clairement une tournure autoritaire. On se souviendra au début de l'année du procédé par lequel, alors que les nouvelles élections fédérales avaient déjà eu lieu depuis plusieurs semaines, le gouvernement a convoqué l'ancien Bundestag afin de faire voter une réforme constitutionnelle qui n'aurait pas pu passer avec le nouveau Parlement. Ceci afin de permettre de faire sauter les verrous constitutionnels à l'endettement et permettre ainsi de présenter des budgets en fort déséquilibre, ce qui s'inscrit dans la double logique de confrontation avec la Russie en Ukraine et de soumission économique aux États-Unis en leur passant des commandes gigantesques d'armement et d'énergie. Ce passage en force, contraire aux promesses électorales de Friedrich Merz, s'est accompagné d'une intensification de la répression contre le parti nationaliste AfD, première force d'opposition. Mis sous surveillance et pression depuis des années, une nouvelle étape semble avoir été franchie avec l'exclusion d'une partie de ses candidats aux élections municipales, comme TVL l'évoquait la semaine dernière. Dès lors, la série de décès de candidats à des élections municipales sème le doute chez certains, qui se demandent si dans le contexte actuel, on n'en serait pas venu à l'élimination physique de certains opposants. Difficile toutefois à l'heure actuelle d'apporter une réponse claire, et il convient de rester prudent. D'une part, pour ces élections municipales en Rhénanie du Nord-Westphalie, l'ensemble des listes municipales de l'AfD compte un total d'environ 5000 candidats. 7 candidats décédés sur 5000, cela fait environ 0,15% des effectifs. C'est un chiffre qui n'est toutefois pas anodin en une période aussi resserrée, mais cela relativise l'ampleur de la situation. On notera par ailleurs qu'un total de 17 candidats, tous partis confondus, seraient décédés avant les élections municipales. Le député fédéral AfD, Kai Gottschalk, a déclaré que si pour le moment les éléments mis à la connaissance de l'AfD laissent à penser qu'il s'agit d'une coïncidence, le parti compte malgré tout mener une enquête approfondie sur chaque cas, concluant avec finesse que la confiance est une bonne chose, le contrôle est encore meilleur.
La presse mainstream a rapidement accusé Alice Weidel de semer le trouble et d'alimenter le complotisme. Une accusation amusante, étant donné que la même presse mainstream n'hésite jamais à suspecter d'autres éventuels complots lorsque ces derniers vont dans le sens de la narration qui leur convient. En attendant, la campagne se poursuit et certains candidats AfD, du moins parmi ceux qui ne sont pas interdits de candidature ou qui ne sont pas décédés, se voient interdits de débat électoral en raison de pressions diverses. Il faudra sans doute plusieurs semaines pour que des conclusions plus solides soient apportées aux questions soulevées par cette série curieuse de décès parmi les candidats de l'AfD. Affaire à suivre donc. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Le 10 septembre, toujours plus rouge, c'est au tour de la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole français, de rallier le mouvement Bloquons tout, contrairement aux deux premiers syndicats. La Confédération paysanne dénonce l'absence de concertation gouvernementale face aux sécheresses, aux maladies animales et aux difficultés économiques. Les syndicats de cheminots ont également annoncé des mobilisations, mais 8 jours plus tard, le 18 septembre, un mouvement qui touchera également la RATP et l'aérien. Quand les communistes appellent à l'aide auprès de Bruno Retailleau, Michel Picard, maire PCF de Vénissieux dans le Rhône, a écrit lundi au ministère de l'Intérieur pour réclamer des renforts policiers face à l'escalade du narcotrafic dans sa ville sur le boulevard Ambroise Croizat. Elle demande une compagnie de CRS, une brigade spécialisée, comme à Villeurbanne, pour contrer les réseaux criminels. Les fusillades de juillet, sans victimes, ont accentué l'insécurité. Malgré les interpellations, 28 seulement depuis janvier, et les mesures préfectorales, dont un arrêté d'interdiction de paraître, le trafic persiste. Le maire dénonce pression et nuisances, plaidant pour un renforcement durable des forces de l'ordre, une prévention auprès des jeunes, mais aussi, cerise sur le gâteau, un contrôle des frontières. Coup de pied dans la fourmilière des imams. Mercredi, l'Institut européen des sciences humaines, l'IESH, centre de formation des imams situé dans la Nièvre, a été dissous en Conseil des ministres. Les motifs seraient les suivants: incitation à des agissements violents contre des personnes, incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre des groupes en raison de leur religion, de leur origine nationale, ethnique ou de leur orientation sexuelle, agissement en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Concrètement, l'Institut est accusé de prôner le djihad armé ainsi que la haine envers les non-musulmans. Les locaux ont été perquisitionnés fin 2024 par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de non-déclaration de financement étranger, notamment qatari. Plusieurs personnalités politiques lançaient l'alerte depuis quelques années, notamment l'eurodéputé ECR Marion Maréchal et l'ancien député Debout la France Nicolas Dupont-Aignan. Après l'Algérie, au tour de la Tunisie de piétiner la France, mercredi, le ministère des Affaires étrangères tunisien a condamné la neutralisation d'un de ses délinquants présents sur notre sol, abattu par la police alors qu'il venait d'attaquer au couteau 5 personnes à Marseille. Tunis parle de meurtre injustifié, un curieux concept. Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis a même été convoqué. Peut-être que la Tunisie aurait dû garder ce ressortissant sur son territoire, l'empêcher d'en sortir illégalement, et lui apprendre à ne pas poignarder d'autres personnes pour éviter que la police française en arrive là. L'actualité internationale en bref. Accident mortel dans un quartier touristique de Lisbonne. Mercredi soir, un funiculaire a déraillé et s'est encastré dans un immeuble au bas d'une pente, provoquant 15 morts et une vingtaine de blessés selon un bilan provisoire. Il y a une Française parmi les blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, la vétusté serait la cause de l'accident. D'après le journal portugais Observador, un câble s'est détaché le long du trajet du funiculaire, provoquant la perte de contrôle du train et sa collision avec un bâtiment voisin. L'ascenseur n'a apparemment pas pris le virage en bas de la rue qu'il empruntait. Le funiculaire de la Gloria, reliant la place du Rocio au quartier de Barro Alto et du Príncipe Real, était l'œuvre de l'ingénieur franco-portugais Raoul Meignet Duponsart, inauguré en 1885. Harvard remporte une victoire judiciaire face à Trump. Une juge fédérale de Boston a jugé illégale le 3 septembre la suspension de 2,6 milliards de dollars de subventions fédérales à Harvard, ordonnée par l'administration Trump sous prétexte de lutte contre l'antisémitisme. Cette mesure, perçue comme une attaque contre la liberté académique, visait à sanctionner les universités de l'Ivy League accusées par Donald Trump de propager des idées progressistes. Harvard, fer de lance de l'opposition universitaire, a fondé sa plainte sur la violation de la liberté d'expression et du principe de procédure régulière. La juge Alison Burhoff a souligné l'importance de protéger les droits fondamentaux sans sacrifier la lutte contre l'antisémitisme. Si cette victoire donne un avantage à Harvard dans ses négociations, l'administration Trump peut encore faire appel jusqu'à la Cour suprême. Pendant ce temps, Columbia a choisi de signer un accord controversé avec l'administration, acceptant un superviseur et des concessions financières pour récupérer des fonds. Cette divergence de stratégie illustre la division des universités face à l'offensive de l'administration
l'administration Trump. La Floride pourrait devenir le premier État américain à abolir les obligations vaccinales, une décision portée par le chirurgien général Joseph Ladapo, qui compare ces mesures à de l'esclavage. Soutenue par le gouverneur Ron DeSantis et l'administration Trump, cette initiative s'inscrit dans une refonte de la politique vaccinale fédérale menée par Robert Kennedy Jr. Le docteur Ladapo, connu pour son opposition au vaccin contre le Covid-19, défend cette mesure au nom de la liberté individuelle. En réponse, les États démocrates de Californie, de l'Oregon et de Washington ont formé une alliance pour promouvoir des recommandations vaccinales qu'ils disent fondées sur la science, accusant Trump de politiser la santé publique. L'extrême gauche cache encore la fête. La 11e étape du Tour d'Espagne, disputée mercredi autour de Bilbao, a été écourtée en raison de manifestations pro-palestiniennes perturbant la course. Les organisateurs ont gelé les temps à 3 km de l'arrivée, sans désigner de vainqueur d'étape. Ces manifestations, visant notamment l'équipe Israël et Première Tech, ont suscité l'inquiétude des coureurs, comme Simone Petilli, victime d'une chute la veille. Le directeur de la Vuelta, Javier Guillen, a qualifié ces actes de violents, tandis que le ministre communiste espagnol Cira Rego a défendu leur caractère pacifique. Ce soir, immédiat et sur la chaîne TVL format court, les colères de Collard. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.